Tiens, je me disais, tu sais, pour les vidéos coup de cœur là, de l'année, Oui. ce serait trop cool de faire un petit sketch, genre, tu sais, je suis en train de faire la vaisselle, et toi t'arrives, t'es en mode, ben Antoine, qu'est-ce que tu fais bah, je fais la vaisselle, bah il y a les vidéos coup de cœur. Ah, quoi? Les vidéos coup de cœur? Et tu l'as déjà fait ça l'année dernière. Bon, honnêtement, c'était pas ouf quoi. Enfin, le sketch est pas incroyable. Ah. Bah on pourrait essayer de trouver un truc différent. Antoine! Quoi? Mais tu fais quoi? Mais je passe l'aspirateur! Surfosaurus Max est un jeu de cartes de Ikwon Kwon illustré par Mathias Model à partir de 8 ans pour des parties de maximum 20 minutes. On peut y jouer de 2 à 6, mais plus vous serez nombreux et mieux ce sera. Et c'est Bonjo qui nous propose ceci. C'est un jeu dans lequel nous allons jouer un nombre de manches qui dépend du nombre de joueurs et qui va être suivi par ce petit dinosaure qui fait du surf de vague en vague jusqu'à ce qu'il arrive sur la plage. Nous allons avoir 7 cartes en main et la plupart du temps, eh bien, une manche, c'est simplement 2 tours de table. Nous allons jouer 2 cartes chacun, alors ça dépend un peu du nombre de joueurs, mais la plupart du temps, c'est ce que vous allez faire. Ces cartes, vous allez essayer de les remporter. Vous allez essayer de remporter vos propres cartes. Pour ça, il faut qu'elles fassent partie d'une combinaison. Une combinaison sera constituée de 5 cartes. Il y a différentes combinaisons que l'on peut suivre sur cette magnifique aide de jeu. Ici, la plus forte, le Surfosaurus Max, et tout en bas, le Nulosaurus. Et bien, le Nulosaurus, c'est la combinaison la moins intéressante. C'est quand, eh bien, autour de la table, il n'y a vraiment aucune combinaison qui ressemble à quoi que ce soit. On va juste prendre les 5 cartes les plus fortes. Pim, ça fait un Nulosaurus. Au-dessus, nous avons la suite, le Surfosaurus. Donc, 5 cartes qui se suivent. Et admettons, s'il y a 6 cartes qui se suivent toujours, eh bien, on prendra toujours les 5 plus hautes, ça va être très important pour la suite. Le Colosaurus, qui est une couleur. Nous avons le Numberosaurus, et bien c'est 5 cartes qui sont de la même valeur, hein, tout simplement. Et le Surfosaurus Max, c'est la suite à la couleur. La personne qui possède ce magnifique tyrannosaure sur sa planche de surf qui sait raconter le score, elle va commencer. C'est un jeu dans lequel il est conseillé de parler, de blablater, et donc va essayer de lancer une tendance. Va dire par exemple aux autres joueurs, oh, bah moi j'ai 5, 6, 7 en main, du coup si on s'associait on pourrait faire une belle suite. Ok, bon, bah, les autres joueurs ont l'air plutôt partants, sauf un qui râle évidemment, et je vais attaquer avec mon magnifique 5 orange. Les autres joueurs vont jouer des cartes, alors potentiellement ils vont jouer du 3, 4, ils vont essayer de jouer des cartes qui vont former une suite qui permettent de comprendre le 5, puisqu'ils pensent que je vais sortir le 6 ou le 7, et c'est vrai que pour l'instant c'est ce que j'ai prévu. Attention, quand on hop là, joue une carte, on en pioche toujours une, toujours 7 cartes en main, et puis il y a un autre joueur qui va dire hop hop hop, attends mais t'as joué du orange là, t'aurais encore du orange dans ta main? Ouais, effectivement, j'ai encore un peu de orange dans ma main. Ah bah ok, bah écoute moi, pour ma première carte, je vais jouer du orange aussi. Si on faisait une couleur, parce que bah, c'est mieux qu'une suite, et on pourrait expulser les autres joueurs et marquer des points avec notre couleur. Oh, mais comme c'est intéressant, et donc je vais plutôt du coup sortir, pas toujours un 7, je suis dans ma logique, mais plutôt le orange à ce moment-là. J'avais un violet, mais il m'intéresse beaucoup moins, et on va essayer de faire une couleur. Les autres joueurs vont également jouer eh bien, leur deuxième carte. Tout le monde aura joué 2 cartes. On va regarder la combinaison la plus intéressante. Donc là, s'il y a des gens qui nous ont potentiellement suivis, eh bien, on a réussi, j'espère, à faire une couleur avec le 7, le Colosaurus, pas évident à dire. Et on va regarder les 5 cartes les plus fortes de cette combinaison. Si mes cartes font partie des 5 cartes comprises dans la combinaison, je vais les mettre comme ceci, de côté dans ma zone de scoring, et elles vont me faire marquer des points. On prend toujours les cartes les plus fortes, mais attention, les cartes les plus fortes, ce sont celles qui vous font marquer le moins de points, c'est indiqué avec les petites noix de coco, et les cartes les plus faibles vous font marquer le plus de points. Le 1 est très difficile à caser, mais si vous arrivez à le placer habituellement, il fera marquer énormément de points. Nous avons potentiellement marqué des points, perdu les cartes qui ne servaient à rien. Le tyrannosaure va passer au joueur suivant. Nous allons faire avancer ici ce petit dinosaure sur le marqueur de manche, et ainsi de suite. Et à la fin, eh bien, vous compterez les points de vos cartes, tout simplement en comptant les petites noix de coco ou demi-noix de coco qui peuvent apparaître sur certaines conditions. Mais nous ne sommes pas là pour faire une explication de règles. C'est un jeu de cartes avec des règles très simples. Finalement, par manche, vous allez jouer 2 cartes et essayer de rentrer dans la meilleure combinaison de 5 cartes. C'est un jeu où il va falloir blablater. C'est un jeu beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît, beaucoup plus machiavélique qu'il n'y paraît. Jouer à Surfosaurus Max,
sans discuter, essayer de convaincre les autres joueurs, les faire changer d'avis. C'est comme jouer au loup-garou tout en restant silencieux. De par son aspect très chafouin et son incroyable charte graphique avec des dinosaures qui font du surf, eh bien Surfosaurus Max, c'est mon jeu de cartes préféré de 2024. Naishi est un jeu de Mathieu Bierry et Alex Fortino, illustré par Marine Le Scout. C'est un jeu pour 2 joueurs, pour des parties de maximum 20 minutes, et à partir de 10 ans, c'est Merle Édition qui nous le propose. C'est un jeu dans lequel vous allez constituer votre domaine en agençant des cartes, le tout dans une ambiance de Japon féodal. Vous aurez au total 10 cartes dans votre domaine, 5 qui sont devant vous, visibles par votre adversaire tout le long de la partie, et 5 qui sont dans votre main et qui seront dévoilées à la fin de la partie. La partie commence avec un marché composé de 5 piles de cartes développement, 5 cartes de montagne dans le domaine de chaque joueur, et vous recevez également chacun 5 cartes développement que vous allez mélanger et que vous découvrez. Attention, vous ne pouvez plus gratuitement changer leur position. Alors comment est-ce qu'on joue à Naishi? Eh bien déjà, une première personne va recevoir la petite carte premier joueur et les 2 jetons associés. Nous allons chacun à notre tour faire un tour, nous allons faire une action parmi plusieurs choix possibles avec éventuellement une action bonus. La plupart du temps, ce que nous allons faire, c'est l'action de développer. Eh bien je choisis une carte, soit l'une des 5 cartes de ma ligne, soit l'une des 5 cartes de ma main, je la retire et je la remplace par une carte venant du marché à la même position. Je m'explique, ici en l'occurrence je décide de défausser une montagne, et bien comme elle est sortie de cette position, et bien je vais prendre la carte dans le marché à cette position et je la remplace. Je dévoile la prochaine carte et ainsi de suite. Je peux également faire une action bonus à ce moment-là, je peux d'ailleurs même la faire avant de développer. Je prends l'un de mes 2 jetons et je vais aller le poser sur l'un des emplacements. En posant mon jeton à gauche du plateau cour impérial, je vais pouvoir échanger de position 2 cartes. Alors, je vais pouvoir échanger de position 2 cartes du marché, 2 cartes de ma ligne ici, 2 cartes de ma main ou de ma ligne à ma main, mais je vais devoir respecter leur position. Ici, je prends celle qui est à la 4e position et je l'échange avec celle qui est à la 4e position. Autre option, je peux poser mon jeton à droite du plateau et ici, je vais pouvoir défausser 2 cartes du marché. Vous allez le faire soit en début de votre tour car le choix ne vous plaît pas, soit à la fin de votre tour car vous vous rendez compte que le marché propose des cartes qui sont potentiellement très intéressantes pour votre adversaire. Il existe une autre action qui est de reprendre mes jetons. Ça me fait en quelque sorte passer un tour, mais ça me permet de potentiellement utiliser les actions optionnelles à nouveau durant la partie. Il existe une autre action sur ce petit plateau dont je ne vous ai pas parlé. Elle est particulière puisqu'elle va vous prendre un tour complet, ce n'est pas une action optionnelle, c'est d'envoyer un de vos émissaires sur l'emplacement central du plateau. Ça vous permet de faire un coup qui est très fort, qui vous permet soit d'échanger l'une des cartes de votre ligne avec l'une des cartes de la ligne de votre adversaire, en respectant les positions, ou faire la même chose avec votre main et donc la main de votre adversaire, mais toujours en respectant les positions. Attention, c'est un coup qui mal utilisé peut être vraiment bête, pourrait même potentiellement avantager votre adversaire, mais utilisé à bon escient, c'est très très fort. Attention, ça bloque votre jeton, il ne pourra plus être récupéré de toute la partie, et en plus de ça, un seul joueur pourra utiliser cette action durant toute la partie. Il existe 2 moyens de mettre fin à la partie. Le premier, c'est la dernière action que vous pouvez faire à votre tour, c'est de décider de mettre fin à la partie, vous l'annoncez à votre adversaire, mais attention, il peut jouer un dernier tour, donc il faut être sûr de soi. Sinon, le moyen le plus classique, c'est de vider 2 piles ici dans le marché. Puis, nous allons dérouler les 5 cartes de notre main en les mettant sous les 5 cartes de votre ligne et vous allez donc ainsi constituer votre domaine final qui est constitué de 10 cartes. Ici, chaque carte vous fera gagner et perdre des points potentiellement selon tout un tas de critères bien précis. Il y a 12 cartes différentes. Sur la première partie, en général, on tâtonne, on fait un petit peu n'importe quoi et dès la deuxième partie, vous allez apprendre à les optimiser. C'est un jeu que je trouve particulièrement élégant. L'élégance c'est toujours difficile à définir, mais en tout cas ici il y a un très bon mélange d'originalité et de fluidité dans la mécanique de jeu et c'est pour ça que c'est mon jeu de duel préféré de 2024. Stickers est un jeu de B.A.G. Renard illustré par Olivier De Rueto et proposé par Tout Manta. C'est un jeu familial qui se joue à partir de 8 ans pour des parties de maximum 20 minutes et pour 2 à 4 personnes. Dans Stickers, vous allez jouer des cartes qui représentent des stickers que vous allez coller dans votre album afin d'avoir la meilleure collection et faire en sorte que cette collection vous fasse gagner plus de points que les autres joueurs en fin de partie. Pour ça, il y aura donc des cartes avec des petites étoiles qui sont en elles-mêmes un peu plus rares, mais aussi un marché ici qui définit la rareté de chacune des 9 familles de stickers.
Comment joue-t-on à Stickers? Eh bien c'est très simple, nous allons jouer chacun notre tour. Je commence car j'ai le sceptre. Et pour commencer, vous allez récupérer une carte ici dans le marché. Eh bien moi je décide de prendre cette carte de la famille Rockstar Fish et je l'ajoute à ma main. Puis vous allez coller des cartes dans votre album. Vous allez choisir une famille de votre main et aller coller toutes les cartes dans votre collection. Eh bien je choisis Rockstar Fish, j'avais déjà une carte en main, j'en ai pioché une autre. J'ai donc 2 cartes Rockstar Fish et clac, je les mets dans ma collection. Les cartes de la même famille qui vont arriver par la suite vont donc s'empiler par-dessus. On laisse toujours dépasser les étoiles évidemment et l'ordre dans lequel nous jouons les cartes a une importance car la carte du dessus va déclencher un petit pouvoir. Au début il n'y a que 2 pouvoirs, un qui permet d'aller récupérer au hasard la carte du dessus de la pile et l'autre qui permet d'aller potentiellement piquer une carte dans la main d'un autre joueur. Puis, suivant le nombre de cartes que j'ai jouées, là aussi on va déclencher un petit effet. Ces petits effets, il y en aura beaucoup, mais en début de partie, je pourrais soit piocher encore plus de cartes dans le marché, soit ici, faire en sorte de changer le niveau de rareté de chacune des familles. Alors pourquoi autant de mystères sur tous les petits effets et pouvoirs à découvrir? Eh bien nous n'allons pas tarder à y arriver. En tout cas, en fin de partie, lorsque nous aurons normalement terminé la pioche, nous allons compter les étoiles de notre collection, puis nous allons compter les majorités de nos collections par leur niveau de rareté, nous font gagner plus ou moins de points. On va regarder qui remporte la partie et nous allons pouvoir, si nous le souhaitons, faire progresser la campagne. C'est un jeu dans lequel on peut jouer en mode petite partie de temps en temps ou en mode évolutif avec un suivi de campagne. Nous allons pouvoir coller des petits trophées pour savoir qui a gagné et combien de parties. Ces petits trophées vont être issus de ces nombreux boosters pleins de stickers. Nous allons pouvoir trouver tout un tas donc de boosters différents dont on va avoir ici le suivi pour savoir dans quel ordre on les ouvre. Nous avons ici le petit stickers promo que vous pouvez demander à la boutique, en tout cas jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Vous allez avoir les petits boosters qui comprennent des stickers cosmétiques. Oui, on va pouvoir rajouter sur les personnages de nos familles des petits chapeaux, des accessoires, des animaux de compagnie, tout un tas de choses qui ne servent à rien pour la mécanique de jeu, mais qui sont d'une importance absolument majeure. Et nous allons ouvrir des boosters qui vont rajouter de nouvelles règles, de nouveaux pouvoirs, de nouveaux effets, de nouvelles étoiles que vous allez pouvoir rajouter sur les cartes de vos choix pour les rendre plus intéressantes. Moi j'adore la famille des Magic Bunny, donc je vais mettre plein d'étoiles sur les Magic Bunny. Et les gens qui jouent avec moi savent que du coup les Magic Bunny sont potentiellement plus intéressants. Nous allons débloquer des nouveaux pouvoirs que nous allons coller, hop là, de ce côté-là et sur les personnages de notre choix à nouveau. Vous allez jouer, gagner, perdre, vous allez ouvrir des boosters, vous allez personnaliser votre jeu en termes de look et d'effets. Et comme vous avez personnalisé votre jeu, vous allez avoir envie de refaire une autre partie. C'est donc un jeu très addictif en ce sens. C'est pour ça que c'est mon jeu familial évolutif préféré de 2024. Ah ben regarde Alex, il y a un booster qui est ouvert là. Le booster numéro 3. Il y a quelqu'un qui... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Backstories est une série de jeux narratifs en petit format dont la mécanique a été créée par Jules Messot et Anthony Perron. Le premier scénario, qui est en boutique depuis plusieurs mois, se nomme Seul sous la glace et a été écrit par Benoît Bagné et Jérémy Ducré, illustré par Cyril Bertin, tandis que le prochain scénario, qui n'est pas encore sorti au moment où nous tournons cette vidéo, mais qui sortira prochainement, qui s'appelle Les Noces d'Émeraude, est écrit à nouveau par Benoît Bagné, accompagné de Nicolas Fulg et illustré par Gong Studio. Je ne sais pas vous, mais moi dans les années 90-2000, j'ai beaucoup joué à des jeux de point and click, notamment sur ordinateur, les Chevaliers de Baphomet, la série des Indiana Jones, Sam et Max, Day of the Tentacle, et j'ai un petit côté nostalgique avec ça. Et ce côté nostalgique a été totalement comblé par Backstories, puisqu'on va retrouver cette mécanique de jeu avec des cartes d'action qui permettent d'aller fouiller, discuter, observer différents lieux et personnages et ainsi faire progresser l'intrigue. Comme il s'agit de jeux narratifs, tout est à découvrir à l'intérieur de la boîte. D'ailleurs, les règles sont très simples. Je ne pourrai donc pas vous montrer
trop de matériel, mais je pourrais vous parler rapidement du contenu de chacune des deux boîtes. La première, la boîte bleue, Seule sous la glace, dans laquelle on va suivre les aventures de Sophie qui va chercher son frère mystérieusement disparu dans un refuge au sommet du Mont Blanc. Tout ça sur fond de trésors oubliés. Il y a un petit côté Indiana Jones qui m'a un petit peu plu, et Les Noces d'Émeraude, dans lequel on va suivre l'agent Nyx, qui est un agent secret, un espion qui n'est pas au sommet de sa gloire et qui va devoir récupérer un disque dur contenant des informations sensibles. Un scénario donc ici à partir de 10 ans, ici à partir de 12 ans, de l'aventure, de l'action, de l'enquête, des dialogues, tout ça très bien écrit. Et moi, étant fan de jeux de rôle et tout autre type de jeu narratif, eh bien je dois avouer que j'ai trouvé ça particulièrement bien écrit, c'est très agréable. Celui-ci, en particulier, Les Noces d'Émeraude, a été une énorme surprise puisqu'il a un aspect humoristique. Oui, cet agent secret, vous l'avez peut-être compris, a une petite vibe un petit peu à la OSS 117 et on s'est vraiment esclaffé de rire autour de la table. C'est rare qu'un jeu de société, eh bien, vous fasse rire pas via les autres joueurs qui vont faire l'épître ou faire deviner des choses de manière loufoque. Non, là c'est vraiment l'écriture en elle-même que j'ai trouvé vraiment hilarante, et c'est vraiment pas évident d'écrire de la comédie, donc eh bien félicitations aux auteurs. Vous aurez lu les règles en 5-10 minutes, elles sont très simples, elles sont très fluides, c'est très bien pensé, nous sommes immédiatement dans la narration, dans l'aventure, et c'est donc pour toutes ces raisons que Backstories, eh bien, ce sont mes jeux narratifs préférés de 2024. Endeavor est un jeu de Carl Visser et Jared Gray, illustré par Moussa Goryoup, Fared Al-Rail et Josh Capel. C'est à la base un jeu de Burnt Island Games, Grand Gamers Guild et Super Meeple en France. Attention, nous sommes sur un jeu expert. C'est un jeu que l'on peut jouer en solo et jusqu'à 4 joueurs, principalement en mode compétitif, mais avec un mode coopératif qui me semble plutôt bien pensé. En tout cas, moi j'ai joué en compétitif pour une demi-heure par personne. C'est un jeu dans lequel vous allez jouer des équipes de scientifiques. Chaque joueur va avoir sa propre équipe et vous allez explorer les fonds marins, faire des découvertes, faire de la préservation animale et également de la publication scientifique. En début de partie, vous recevez donc le plateau et les jetons associés de votre couleur. Vous allez avoir votre premier personnage qui est votre chef d'équipe, qui est polyvalent et il sait tout faire, et vous allez avoir vos petits bathyscaves, dont un qui va arriver sur le plateau qui reste à construire, sur lequel il n'y a pas grand chose au début, mais en explorant nous allons possiblement l'agrandir et aller explorer jusqu'aux abysses. Nous allons également choisir un scénario. Il y a 10 scénarios de base, attention, ce n'est pas un jeu à proprement parler narratif, c'est une mise en place différente avec des objectifs différents et des manières de gagner des bonus différents à nouveau. Il en existe 10, ils sont entièrement rejouables. Alors comment joue-t-on à Endeavor eau profonde? Eh bien je ne vais sûrement pas rentrer dans les détails puisqu'il s'agit d'un jeu expert. Ceci dit, eh bien je trouve que les tours sont relativement fluides et je vais donc pouvoir vous expliquer grossièrement ce que l'on peut y faire. Nous allons jouer 6 manches. Une manche est composée eh bien, du tour de chacun des joueurs durant lequel vous allez pouvoir faire une action, mais avant ça, au début de chaque manche, eh bien vous allez pouvoir recruter un nouveau personnage. Pour ça, on va regarder votre niveau de réputation. Ça va vous donner accès à des personnages de plus ou moins haut niveau en général. Eh bien pour la première manche, nous choisissons un personnage de niveau 1 que l'on ajoute. Ici, j'ai choisi un plongeur sur récif. Il est spécialisé donc dans la plonge. Bah oui, c'est un plongeur, Antoine, c'est le principe. Et chacun notre tour, nous allons prendre un petit jeton d'activation selon ce que l'on a dans notre réserve et le poser sur un personnage pour faire l'une des actions qu'il est capable de faire. Les actions, eh bien, nous allons pouvoir par exemple déplacer notre bathyscaphe en naviguant. Nous allons pouvoir, en posant un jeton d'action supplémentaire sur une zone de sonar, et bien effectuer un sonar et aller chercher de nouvelles tuiles pour agrandir le niveau. Et ici par exemple j'ai pioché une tuile qui est à la surface, une tuile qui est à la profondeur 1, j'en choisis une, l'autre sera remise sous la pioche. Alors j'ai deux options, soit eh bien, je mets la niveau 2 comme ceci sous une tuile de niveau 1, ce qui est tout à fait logique, soit eh bien, je mets une nouvelle tuile hop, comme ceci de niveau 1, jusqu'à un maximum de 5 de largeur. Autre action que l'on peut faire, eh bien, nous allons pouvoir, dans certains lieux, plonger et aller observer les fonds marins. Ça va nous faire gagner des petits jetons bonus que l'on pourra stocker ici, qui la plupart du temps vont nous faire progresser sur cette piste de science. Il y a également une action qui vous permet, à nouveau, en payant
des petits jetons, et bien sûr toujours en étant sur le lieu correspondant, de faire de la préservation animale. La préservation animale, ça va vous faire gagner un certain nombre de bonus qui sont divers, qui sont variés, évidemment chaque tuile étant absolument unique, mais surtout, toutes les zones de préservation sont connectées entre elles, et donc quand vous arrivez à faire 2 zones de préservation côte à côte, vous allez gagner un petit bonus supplémentaire. Si c'est un autre joueur qui vient se poser côte à côte avec vous, vous allez chacun partager le bonus, vous allez chacun l'avoir. C'est un jeu dans lequel donc on peut être très opportuniste. Et donc la dernière action, je pique un autre petit jeton comme ceci, elle est tout aussi opportuniste. Il s'agit de faire de la publication scientifique. Vous allez poser un jeton, un emplacement où vous êtes, ça va vous permettre, dans un marché que je n'ai pas sorti là car il y a beaucoup de matériel, d'aller récupérer une carte de publication scientifique de la couleur correspondante qui va vous faire gagner en général un énorme bonus sous forme de progression sur votre plateau, sous forme de points, mais qui fera aussi en général gagner des petits bonus à tous les autres joueurs autour de la table. Certaines actions, voire toutes les actions, mais la plupart du temps la sauvegarde et la publication scientifique vous permettent d'avoir un impact sur le plateau de scénario. Vous allez donc pouvoir progresser depuis un pion qui avait été déjà précédemment posé par vous-même ou par un autre joueur et gagner un petit bonus supplémentaire. C'est donc un jeu qui est énormément opportuniste. C'est un jeu dans lequel, durant le tour des autres joueurs, plutôt que les options se referment et vous contraignent, eh bien les autres joueurs vont souvent vous offrir des ressources, de nouvelles opportunités. Encore faudra-t-il savoir s'en saisir. Mais alors ce petit plateau individuel, à quoi sert-il? Eh bien vous avez 4 jauges, plus la petite jauge de science, qui vont augmenter constamment, qui vont vous donner de plus en plus de possibilités. En général, pour faire augmenter ces jauges, eh bien, vous allez récupérer des bonus qui sont disséminés sur le plateau. On a la première jauge, la rouge, qui vous permet d'augmenter eh bien, le niveau des personnages que vous allez pouvoir recruter. La deuxième jauge va augmenter le nombre de petits jetons comme ceci que vous allez générer à chaque début de manche. Le deuxième vous permet de récupérer un plus ou moins grand nombre de petits jetons d'activation que vous aurez mis sur vos personnages. Oui, car si on ne les récupère pas, si nous n'avons pas suffisamment d'actions de récupération, eh bien certains jetons vont rester sur les personnages qui seront en train de se reposer à la manche suivante et que vous ne pourrez pas activer. Et la dernière, enfin, va vous permettre de rajouter de nouveaux bathyscaphes et leur permettre de naviguer plus loin, plus profond. En fin de partie, des points à récupérer à droite, à gauche, mais vous verrez que dans l'ensemble, eh bien, ils sont très faciles à localiser. Nous allons avoir les objectifs du scénario en cours, potentiellement des points bonus sur le plateau d'impact comme ceci, et également sur votre plateau individuel, plus vous aurez progressé loin, et plus ça fera de points supplémentaires. Endeavour Eau Profonde, qui est donc le petit frère d'Endeavour L'Âge de la Voile, par les mêmes auteurs, qui est une version remodelée, modernisée, avec une belle thématique que j'apprécie. C'est donc un jeu que je trouve particulièrement élégant, avec énormément de contenu, puisqu'il vous faudra au moins 10 parties pour faire le tour du mode compétitif. Je n'ai pas exploré le mode coopératif et le mode solo, mais d'après ce que j'ai lu, il semble en avoir bien dans le ventre. C'est donc pour toutes ces raisons que Endeavour Eau Profonde est mon jeu expert préféré de 2024. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Et ben, je suis très heureux de voir ces jeux réunis ensemble sur cette table, presque ému. C'est vraiment des jeux qui ont marqué pour moi cette année 2024. Il y en a plein d'autres dont j'aurais aimé vous parler, mais mes collègues s'en chargeront puisque nous avons eu énormément de coups de cœur en commun. Vous remarquerez que la majorité de ces jeux sont sortis sur la deuxième année de 2024 qui effectivement était très prolifique. J'espère que vous aurez également le coup de cœur pour un certain nombre de ces jeux parce qu'il y a de très belles choses. D'ici là, je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.